Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Je suis Philippe Belgrand, producteur de podcast et aujourd'hui je vous invite à écouter mon invité, une femme effectivement qui a un métier, le métier de journaliste people, la presse à sensation ou ce qu'on peut appeler effectivement la presse à scandale. En tout cas, elle va nous dire pourquoi elle a choisi effectivement de travailler dans cette corporation de journalistes et on parlera aussi donc de sa passion et puis peut-être aussi plus tard d'un métier qui se dessinera, d'être autrice. On parlera aussi de la poésie parce que la poésie lui est tombée comme ça, d'en haut, mais ça elle vous expliquera pourquoi. Elle est chanteuse et musicienne, elle a fait effectivement le conservatoire, donc du côté du piano. Elle pratique aussi la photo et la peinture et d'ailleurs effectivement elle a fait des vernissages sur Paris, elle va nous en parler aussi et elle a reçu des distinctions. Mon invité aujourd'hui dans Les Experts, Parole de leader est Sarah Mostrel. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, est-ce que cette présentation était digne de ce que tu es ? Alors, un petit peu, sauf le début où journaliste, oui, presse un scandale, pas forcément le mot adéquat. Presse, on va dire généraliste, orienté people, fait de société, interview d'artistes. Et bon, qui dit un peu people, parfois dit effectivement les soubresauts de leur vie, mais je dirais pas presque scandale, voilà. Alors justement, le journalisme, tu découvres par une école de journalisme à Paris. Comment se fait effectivement cette rencontre avec cette école ? Alors c'est un petit peu, enfin c'est pas vraiment par hasard, c'est que juste je venais d'un autre milieu, je venais d'un milieu scientifique où j'avais donc fait un diplôme d'ingénieur et j'avais travaillé une dizaine d'années dans l'électronique et l'informatique et j'avais commencé à écrire, donc j'avais envie de changer de voie et j'avais envie de me consacrer à l'écriture et j'ai cherché un métier qui pourrait me combler dans ce désir-là. J'ai donc cherché quelles écoles étaient accessibles à des gens qui avaient déjà fait des études supérieures et j'ai trouvé l'école multimédia à Paris, donc qui m'a proposé cette formation de 6-8 mois, quelque chose comme ça, donc de journaliste, secrétaire de rédaction et rédacteur, qui m'a permis d'entrer dans ce métier et ensuite j'y suis allée, j'y suis allée de moi-même en allant visiter les rédactions, demandant où ils avaient de la place et ça s'est fait un petit peu comme ça. Tu peux nous raconter la première réaction, les premières émotions effectivement du premier emploi effectivement après être sorti de cette école ? Au début, j'ai fait un stage dans un magazine et ensuite j'ai fait des piges, donc c'était pas si facile au départ de faire quelques prestations par-ci par-là dans des magazines très très différents. J'ai fréquenté la presse jeunesse, j'ai fréquenté la presse généraliste, j'ai un petit peu frappé aux portes parce que j'avais besoin de travailler et puis je découvrais comme ça toutes les lignes éditoriales, donc ça a été très enrichissant de ce point de vue-là de travailler dans différents supports. Jusqu'à ce que, comme je cherchais une sécurité, jusqu'à ce que j'ai pu être embauchée dans un journal. Mais ça a mis quelques années. J'ai fait du SR, donc secrétariat de rédaction. J'ai fait de la rédaction, j'ai fait du rewriting. Je me suis beaucoup accrochée à ce métier que j'adorais parce que autour de la formation, même si c'est pas toujours de la formation politique, mais c'est de la formation quelle que soit. J'ai même travaillé, comme je disais, dans la presse jeunesse, donc ça c'était très sympa aussi parce que j'avais des enfants petits à l'époque et que c'était plutôt sympa de pouvoir les abreuver de cet univers-là jusqu'à ce que je travaille dans le magazine, les deux magazines où je travaille aujourd'hui et donc qui m'assurent une certaine sécurité et qui m'intéresse beaucoup, notamment ces rencontres avec les artistes où je fais beaucoup d'interviews et donc ça c'est quelque chose, le contact humain pour moi est très important, donc c'est quelque chose d'assez sympa. Et comment tu as été perçu par les dirigeants, les patrons de presse qui t'ont recruté ? Comment ils t'ont qualifié, je dirais, et comment ils t'ont perçu effectivement dès le départ ? C'est-à-dire quelles ont été les questions qu'ils t'ont posées avant de pouvoir te recruter ? Alors, ils m'ont assez bien reçu. C'est vrai que j'avais un parcours atypique, mais c'est pas si rare que ça dans ce métier, le métier de journaliste, dans la presse écrite où je suis. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'univers assez différents, qui ont parfois des parcours pas forcément linéaires comme le mien. Donc, j'avais ce côté ingénieur qui était un peu surréaliste pour eux, mais voilà, ça s'est très très bien passé. Au début, j'ai fait, comme je disais, beaucoup de SR, donc c'est très technique, donc ça.
pour moi, il y avait une cohérence qui est pas toujours facile à expliquer, mais pour moi, tout est cohérent dans mon chemin finalement, hein, même malgré les changements. Alors, tu peux nous raconter effectivement un peu ce que tu fais aujourd'hui dans ton quotidien de journaliste. T'arrives le matin, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les différentes tâches que tu mets en place jusqu'au soir, au moment où tu claques la porte effectivement de ton entreprise? Alors, je suis très dépendante de l'actualité, hein, donc de l'actualité, donc des sujets qui me préoccupent, et puis de l'actualité des gens que j'interviewe. Donc, quand ils ont une actualité, que ce soit au théâtre, au cinéma, dans la chanson, à la télé, j'ai souvent des contacts avec, c'est souvent les attachés de presse, hein, qui me contactent qui me démarchent pour un rendez-vous, pour voir si, donc moi j'étudie si ces personnes peuvent correspondre à la ligne éditoriale de mon journal, et puis si oui, je conviens de rendez-vous et je les interviewe, et autrement je traite de l'actualité au quotidien, donc de ces personnes que je suis, et donc c'est des rédactions. Là, on parle beaucoup de Judith Godrèche, par exemple, et de Isilde Besco. Là, voilà, de toute cette affaire des MeToo, je la suis de près, donc avec toutes les enquêtes qui sont autour de ça. On a, voilà, tous les sujets. On couvre aussi tous les grands événements, les galas. Je fais pas mal de galas caritatifs. Là, en ce moment, c'est les Césars, il y a eu les BAFTA, toutes ces grandes soirées aussi, je les couvre. Donc, il y a beaucoup de travail, en fait, hein, puisque tous les jours, il y a des choses nouvelles, les Fashion Week aussi, voilà, les sujets de fond, de société également. Donc, il y a beaucoup et puis les marronniers, hein, évidemment, qui reviennent à chaque fois, à chaque saison, suivant les périodes, la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, donc avec où chacun passe ses vacances, etc. Enfin voilà, il y a des sujets très très différents. Donc j'écris tous les jours, tous les matins, j'attends l'information, je veille sur l'information, on me communique aussi des choses, on a un chef d'info, etc. Et donc on décide de ce qu'on va mettre dans le journal le jour même. Donc jusqu'au soir, c'est comme ça, sachant que l'actualité, là voilà, on vient d'avoir la mort de Micheline Prel, par exemple, des choses inattendues comme ça, on les couvre, hein, comme Badinter, etc. Donc ça, c'est des choses au dernier moment. Les photographes souvent vont aux obsèques, donc ils nous ramènent des informations, des photos qu'on doit commenter. Il y a toujours évidemment cette vérification de l'information, hein, qui est très importante. Nous vérifions les sources, puisqu'on reçoit beaucoup d'informations de partout, et c'est sûrement pas les réseaux sociaux qui nous informent, en tout cas. D'accord. Alors les gens qui nous écoutent doivent se dire, mais elle interviewe les gens, mais par contre, effectivement, est-ce qu'elle a des refus? Par exemple, s'il y a une star qui te plaît parce qu'elle fait partie de l'actualité, parce que t'as envie effectivement d'une certaine manière d'en savoir un petit peu plus sur elle, sur peut-être effectivement sa façon d'aborder un tel ou tel art. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des refus de la part effectivement de certaines personnes, et comment tu te comportes quand tu as un refus? C'est-à-dire, est-ce que tu es opiniâtre et donc d'une certaine manière tu vas relancer, tu vas forcer un petit peu, ou est-ce que quelque part tu te dis non, elle m'a refusé, tant pis, automatiquement je passe à autre chose, quoi? Non, c'est assez rare, hein, c'est assez rare. Les refus sont assez rares, on est plus démarchés que nous démarchons, mais ça peut arriver, hein. Et donc moi je respecte complètement les personnes qui veulent parler ou non au journal. En général, elles sont plutôt intéressées parce qu'elles ont une actualité qu'elles veulent mettre en avant. Donc nous, pour eux, c'est une façon de parler de la pièce de théâtre, de l'actualité présente, du disque qui sort, donc ils sont plutôt intéressés. Les gens qui sont pas intéressés, ça peut arriver. À ce moment-là, non, moi je les laisse tranquilles. Je veux dire, c'est très respectueuse des volontés des gens et de leur dire également. Et puis j'ai une certaine bienveillance qui fait que le bouche à oreille fonctionne bien. Donc les gens qui entendent, qui me connaissent un peu en tant qu'auteur des articles, etc., savent que je suis très respectueuse de leur discours. Donc il y a vraiment, j'ai jamais eu de problème en fait.
D'accord. Avant de boucler cette section donc sur le journalisme, et puis on va passer après effectivement à ta partie autrice, la partie écriture. Moi j'aimerais bien savoir effectivement sur comment d'une certaine manière, est-ce que tu sens qu'il y a une pression dans ton métier, une pression alors peut-être économique, le fait effectivement de ne pas parler de telle ou telle chose, ne peut-être pas prendre tel ou tel angle par rapport à la publicité. Est-ce que vous sentez quand même indépendant au niveau de la rédaction, ou est-ce qu'il y a une pression publicitaire qui est massive et où on vous dit ben voilà, non, là tu parles pas de ça parce que on a un annonceur et d'une certaine manière il faut pas faire de vagues, quoi. C'est pas trop ce problème avec ça. Alors au point de vue des choses un peu sensibles, on a un service juridique. Donc le service juridique contrôle certains papiers qui peuvent être peut-être sensibles dans la tendance peut-être politique ou autre, mais c'est assez rare. Et puis la pression que je peux ressentir, elle est peut-être un peu économique, puisque la presse écrite est quand même pas en super forme, que les gratuits ont beaucoup, disons, qu'ont beaucoup mangé de terrain sur notre sur notre univers. Il y a donc Internet évidemment qui a pris le pas. Les gens lisent moins de magazines, donc c'est vrai qu'il y a cette pression économique qui fait que on vend un petit peu moins qu'avant, donc forcément, et puis on est dépendant de la publicité qui arrive aussi moins. Donc il y a cette pression économique personnelle, je la ressens pas forcément de manière massive, mais je sais que c'est un domaine qui est très difficile aujourd'hui, la presse écrite. Donc voilà, on est un petit peu toujours sur le qui-vive, bien sûr. Allez, on passe à la partie autrice. Alors là, tu viens de sortir un livre donc qui est sorti le 19 octobre 2023, donc dans l'année effectivement un peu en arrière, mais qui s'appelle Femmes inspirantes. Alors il est intéressant ce bouquin parce que justement tu traites 50 portraits de femmes à travers les siècles. Donc tu as pris effectivement différents portraits. C'est aux éditions Non Nobis, voilà. Donc c'est un livre qui fait 264 pages. Est-ce que tu peux nous en parler? Et surtout, je crois que ça a été une commande, ce livre. Oui, c'est une proposition de l'éditeur qui avait envie qui m'avait proposé de traiter de ce sujet, et puis j'étais ravie d'en parler puisque c'est un sujet qui m'a toujours touchée, les femmes évidemment. J'ai beaucoup parlé de l'amour par ailleurs, mais donc forcément des femmes que je suis également. Et donc j'ai décidé de passer en revue. Donc j'ai fait un choix de personnalités féminines assez connues qui ont œuvré pour l'évolution de la femme depuis du XVIIIe au XXe siècle. C'est la période que j'ai choisie. En commençant par Olympe de Gouges, Louise Michel, Clara Zetkin, en passant aussi par des artistes, parce qu'on n'en parle pas toujours beaucoup, des artistes peintres comme Suzanne Valadon, Marie Cassatt, Rosa Bonheur, donc il y a eu une rétrospective il n'y a pas très longtemps, des artistes comme Joséphine Baker, puisque j'avais, de par mon travail, assisté à la panthéonisation et interviewé son fils, donc j'étais assez sensibilisée à son profil qui était vraiment absolument extraordinaire. Je parle aussi de scientifiques, puisque c'est aussi ma formation, donc je me suis intéressée à des gens très connus comme Marie Curie, mais aussi Rosalind Elsie Franklin, enfin des femmes qui, par exemple, comme celle que je viens de citer, qui méritait le prix Nobel et que le récipiendaire du prix Nobel n'ont même pas cité, alors que cette chose lui revenait, puisque les femmes ont toujours ont longtemps été interdites de beaucoup de choses. Elles ne pouvaient pas faire les beaux-arts, elles ne pouvaient pas s'habiller en pantalon, elles ne pouvaient pas accéder à certaines études. Je parlais aussi des aventurières plus récemment, par exemple comme Alexandra David-Mel, et puis des musiciennes, puisque c'est aussi quelque chose que je pratique. Enfin, c'est pas forcément pour ça que je les ai choisies, mais c'est vrai que ces personnes m'ont touchée de par leur art qui me concerne, comme Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Cécile Chaminade, le Sœur Boulanger. C'est vrai que dans les conservatoires, il n'y a pas de salle au nom de femmes, il n'y a que des salles au nom d'hommes, et ça, c'est quand même incroyable, alors que elles ont produit des choses absolument phénoménales. Tout à fait, Sarah. Mais alors, comment s'est construit le livre? T'es parti au départ de notes, t'as été un peu un rat de bibliothèque, t'as traîné effectivement dans les bibliothèques, t'as pris donc des informations, t'as fait de la recherche, et t'as mis combien de temps pour pouvoir effectivement finir le livre? Alors j'ai mis à peu près, j'ai pas travaillé tous les jours sur ce livre, puisque j'ai une activité par ailleurs à plein temps, etc. Mais on va dire que je l'ai fait en moins d'un an, peut-être en 8 mois, quelque chose comme ça.
Donc beaucoup de petites biographies, donc beaucoup de documentation, aussi beaucoup de documentaires. Il y a il y a pas mal de dates, il y a des photos. Je l'ai enrichi de photos de légendes. Beaucoup de lectures et puis effectivement de fréquentation de bibliothèques et de recherche d'informations sur ces femmes pour déceler les choses les plus importantes. Ce sont des petites biographies, donc c'est pour ça que c'est assez facile à lire et assez accessible. Mais il fallait évidemment pas se tromper sur toutes les choses qu'elles ont commises, notamment dans le domaine politique. Comme Olympe de Gouges, etc., dans le domaine aussi artistique, ou bien les militantes américaines comme Rosa Parks, Tarana Burke. J'ai beaucoup tenu aussi à parler de MeToo. Tarana Burke était à l'origine de MeToo. Rosa Parks, le symbole de la lutte contre la ségrégation. Voilà, ce sont des femmes quand même qui se sont battues dans des période où c'était extrêmement difficile, c'était prendre des risques de se mettre en avant et qui ont fait avancer le monde. Et tu passais combien de temps alors par jour? Tu tombais combien de feuillets par exemple sur ton ordinateur? C'est très irrégulier, parce qu'il y a des jours où j'ai un peu plus de temps, il y a des jours où je m'y mets la nuit, il y a des jours, le week-end, j'ai plus de temps pour me consacrer à des choses autres que mon travail. Donc c'est difficile à dire. En tout cas, il y a eu beaucoup de révisions, de corrections, de concisions aussi, d'affinement du choix donc des femmes. C'est assez difficile de quantifier en fait le travail concrètement, quoi. Et tu étais en correspondance, je suppose, constamment avec ton éditeur, donc Non Nobis, qui, je pense, t'accompagnait et peut-être effectivement te guider, t'orienter. Il m'a surtout accompagné à la fin, surtout son correcteur, en fait, on va dire. Il m'a laissé complètement libre du choix, de la sélection, de la trame, de la forme aussi thématique. J'ai traité ça de façon thématique. Et c'est plutôt à la fin où effectivement j'ai beaucoup échangé avec la personne notamment il y avait des problèmes de crédit photo, des choses comme ça. Donc il y avait un côté technique assez important à régler dans ce livre. Et donc c'est surtout à la fin, quand le livre a été terminé, que j'ai beaucoup échangé avec la partie technique, on va dire, de l'édition. Et il a été tiré à combien d'exemplaires, Femmes inspirantes? Alors, je crois qu'il a été tiré à 3000, si je me trompe pas. Voilà, donc je sais pas, je crois que c'est 3000. Et tu connais un peu le lectorat, c'est-à-dire c'est plus des femmes qui l'ont acheté ou plus des hommes, des couples? Je crois que ça concerne vraiment tout le monde, donc j'ai vraiment l'impression, quand j'ai fait des salons, j'ai fait plusieurs salons du livre suite à la parution. Il a passionné des gens qui m'ont dit je l'achète pour ma fille, elles ont besoin de savoir comment on en est arrivé là. Donc il y a des mamans, mais il y a aussi pas mal d'hommes, il y a aussi des personnes, quel que soit leur sexe, qui ont envie de savoir, d'avoir un rappel, parce que la plupart des femmes sont assez connues quand même, mais d'avoir un rappel de leurs actions les plus notables. Donc je crois que là le public est assez varié et les femmes, ça concerne aussi les hommes, donc voilà, je crois que c'est assez universel. Alors, quelques années avant, effectivement, Femmes inspirantes, tu vas t'adresser en fait à un sujet qui tu vas mettre ton focus sur un sujet qui est très important aujourd'hui, qui est justement les personnes toxiques, les pervers narcissiques, etc. Et le bouquin va s'appeler donc Un amour sous emprise, le jeu donc destructeur d'un manipulateur. C'est un roman aux éditions Très Daniel. Donc lui, il sort le 9 décembre 2016. Il a 275 pages. Et alors là, c'est quoi? C'est une demande aussi de l'éditeur, ou alors c'est un choix de toi? Non, ça c'est un choix que j'ai fait parce que j'ai beaucoup traité de l'amour dans mes livres précédents, donc l'amour idéal, l'amour utopique, l'amour dans tous ses états, on va dire. Et puis j'avais aussi envie de parler de l'amour toxique. Et donc là, j'ai traité ce sujet sous forme de roman pour montrer vraiment l'emprise au quotidien d'une femme, mais ça pourrait être aussi d'un homme. Il y a pas, les hommes aussi peuvent être aussi l'objet de perversion. Donc là, c'est l'histoire d'une jeune femme de 23 ans qui
qui est complètement manipulée, mais elle le sait pas évidemment, par un homme plus âgé qu'elle et qui lui déclare son amour de la façon la plus belle qui soit pour elle, qui en a toujours rêvé, et donc elle se fait prendre un peu dans les filets de cet homme qui va se moquer d'elle, finalement, lui donner rendez-vous et puis il vient pas, il lui demande des choses qu'elle fait et qu'il n'y a pas de suite. C'est très très pervers, effectivement, et puis c'était pour dénoncer justement cette perversion narcissique qui est quand même qui concerne aujourd'hui, je crois, un cinquième des gens de ce que j'avais étudié à l'époque dans la société, à des degrés différents, évidemment, mais donc ça me paraissait intéressant aussi de pouvoir mettre au jour cette toxicité qui altère les relations chez beaucoup de personnes, et donc dont il est très difficile de sortir également. Ouais, alors là, ça fait écho et ça fait résonance, je suis sûr, à toutes les personnes qui nous écoutent, hommes et femmes, parce que on dit qu'il y a beaucoup plus de femmes effectivement qui sont touchées par les pervers narcissiques, mais bon, il y a aussi des hommes. Moi, j'ai vécu effectivement ce parcours. Effectivement, j'étais victime d'une femme qui était pervers narcissique. On n'en sort pas d'ailleurs indemne. Il faut effectivement se reconstruire. Il faut effectivement renaître au fur et à mesure des années. Moi, j'ai mis 4 ans donc pour pouvoir effectivement sortir de la bulle, comme on dit. Et donc le phénix est rené de ses cendres, a réussi à renaître de ses cendres, mais ça a été difficile. Il y a un bouquin également que j'avais lu il y a quelques années. Alors justement, quand j'ai réouvert la fenêtre effectivement du possible, ça s'appelait effectivement Les pourvoyeurs de l'amour. Donc ça explique effectivement ce que tu nous expliques, c'est-à-dire que au départ, la personne va être très proche, va effectivement mettre la personne effectivement en bonne visibilité, c'est-à-dire que la personne va se sentir épaulée, aimée, comprise, etc. Et puis au bout d'un moment, cette personne qui a apporté tout cet amour, alors ça peut se jouer d'ailleurs dans l'amour, comme ça peut se jouer au boulot, comme ça peut jouer effectivement dans l'amitié, comme ça peut jouer dans la famille, etc. Donc cette personne qui est pervers narcissique, homme ou femme, va retirer d'un seul coup la couverture, et il va y avoir donc la déstabilisation qui va se mettre en place, et la personne va se sentir seule, va se sentir déséquilibrée, et donc le pervers va avoir le champ qui va être ouvert pour pouvoir agir sur cette personne. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti, qui était un très très beau film, que je vous invite les uns et les autres à regarder. C'est La femme et le pantin. Je sais pas si tu l'as vu. De Pierre-Louis. Oui, de Pierre-Louis. Oui, tout à fait. Bien voilà, sûr. C'est ça. C'est le Bunel qui l'avait mis en scène, je crois. Oui. C'est ça. Il me semble bien qu'il y a Pierre Arditi dedans, et puis aussi Caroline Cellier. Oui, donc c'est vraiment le jeu de la marionnette. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le pervers tire les fils d'une marionnette, et puis donc la personne perd complètement ses repères. C'est pas forcément que c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est vrai, mais c'est pas forcément le switch, il est pas forcément visible d'emblée. C'est une sorte d'ambiguïté permanente, donc c'est souvent des gens brillants qui sont d'ailleurs des pervers, et qui embobinent des personnes par leur volubilité, par leur brillance, leur intelligence, mais mal orientée en fait. Au lieu que ça soit vers le bien, c'est vers le mal. Ce sont vraiment des psychopathes de l'amour. Enfin, moi je parle d'une histoire d'amour. Ça peut être effectivement une histoire d'amitié, etc. Mais là, c'était quand même orienté entre un non-juan et une jeune femme, donc on parlait vraiment beaucoup d'amour, et j'essaye de démanteler cette stratégie du manipulateur au fur et à mesure, et c'est très très compliqué. Ouais, tout à fait. C'est une sorte de toile d'araignée. Et moi, je l'ai vécu donc au niveau de l'amour avec une de mes ex, mais je l'ai vécu aussi avec un ami, avec quelqu'un que je pensais être un ami. Et en fait, j'ai vu son vrai regard. Et ce qu'il faut effectivement savoir aussi pour les gens qui nous écoutent, hommes et femmes, voire même effectivement les couples, sachez que si vous avez autour de vous un ami ou une amie
famille, et bien souvent cette personne effectivement va porter un masque, et ce masque, si vous grattez un petit peu, si vous d'une certaine manière, si vous arrêtez de lui dire je suis d'accord avec toi et de marcher effectivement dans son sens, et que vous affirmez votre personnalité, vous allez voir que la personne effectivement va devenir un peu agressive. Elle va commencer d'une certaine manière à vous culpabiliser. Elle va essayer effectivement de vous déconstruire quelque part en disant non, tu as tort, etc. Parce qu'en fait, l'histoire du pervers narcissique, si on regarde un peu la genèse, c'est quelqu'un qui est victime de son propre côté narcisse. C'est-à-dire que c'est son côté narcissique qui d'une certaine manière le perd, et il va se nourrir en fait de façon vampirique en mettant effectivement la zizanie et en créant la destruction effectivement au travers des autres. L'image, elle est absolument terrible, mais c'est vrai que on les appelle les vampires psycho-affectifs, hein, donc c'est totalement terrible, quoi. Oui, il faut faire. Alors, faut savoir que ces personnes ne choisissent pas leur proie entre guillemets au hasard. Hein. C'est vrai que plus la proie est gentille, fragile, un petit peu comme ça, pas toujours sûre d'elle, etc. Plus elle convient à ces personnes qui sont justement des dévorateurs qui n'ont pas cette capacité à aimer qu'à la personne justement qui les aime. Sachant que dans le domaine de l'amour, le discernement est très très difficile, hein, puisque on dit toujours que l'amour rend aveugle, c'est pas complètement faux, et que pour discerner tout ça, c'est plutôt a posteriori qu'on s'en rend compte en tout cas. Oui, et puis le pervers narcissique, alors homme ou femme, va agir aussi en huis clos, c'est-à-dire que quelque part devant la représentation, je dirais, de la famille, ou devant la représentation des faits de groupe au travail, ou par exemple sur des sorties, quand effectivement le couple sort, etc. Les gens vont dire ah bah il est bien, il est sympa, ou elle est sympa, c'est un vrai bout en train, etc. Et en fait il a double visage, c'est-à-dire que au départ il va paraître effectivement l'homme idéal ou la femme idéale. On va dire vraiment effectivement qu'est-ce qu'ils vont bien ensemble, ils forment un super couple, etc. Et puis dès que le huis clos va s'installer, eh bien là il va commencer à agir, il va commencer à travailler sa culpabilité, il va effectivement faire en sorte effectivement de faire sentir à la personne qu'elle est pas à sa place, qu'elle est pas structurée, que d'une certaine manière que rien ne va. Elle aura beau aller chez le coiffeur, elle aura beau effectivement changer de vêtements, etc. Ça ne changera jamais la donne. Lui, son game au pervers narcissique, c'est la destruction. Et la seule porte de sortie, écoutez bien les uns et les autres, c'est que effectivement c'est la fuite. Moi j'ai discuté beaucoup, j'ai des amis d'ailleurs qui sont gendarmes, policiers, etc. Assez haut placés, et on est tous d'accord, c'est la fuite. C'est-à-dire que vous n'avez aucun échappatoire de pouvoir effectivement conduire, essayer de soigner, etc. C'est-à-dire que vous ne soignerez pas, ils n'ont pas d'affect, ils raisonnent effectivement comme des robots, et à partir de ce moment-là, la seule possibilité que vous avez, c'est la fuite. Donc n'attendez pas, fuyez et tournez le dos effectivement à ces personnes. Voilà, c'est effectivement la seule solution, c'est de partir, hein, c'est de se détacher de ces personnes qui sont absolument incapables de remise en question, qui n'ont aucune empathie, qui n'iront jamais ni voir un psy, ni se regarder eux-mêmes. Donc effectivement, la seule chose à faire, c'est de partir le plus vite possible et de s'écarter de cette toxicité. C'est une vraie pathologie, hein, c'est pas une névrose, c'est vraiment une psychose, hein, donc c'est absolument insoignable et certainement pas par la personne concernée. Voilà. Oui, et puis je pense même qu'ils sont dans le déni quelque part, c'est-à-dire que ils sont dans le déni. Hein. Alors on referme ce chapitre effectivement sur un amour sous emprise, un livre que vous pourrez vous procurer. Hein. Il est dans les bonnes librairies effectivement en ligne et un peu partout. Au niveau maintenant passons au niveau de l'autre partie de l'écriture, les nouvelles. Donc tu écris aussi des nouvelles, hein. Tu as fait des recueils des nouvelles, et puis également la poésie. Alors ça, j'aimerais qu'on s'attarde un peu de ce côté-là, parce que dans une interview en vidéo avec une dame, tu expliquais justement que la poésie et la musique t'étaient tombées de là-haut, quoi, en fait. Hein. Oui, en fait, c'est vrai. Alors la musique, ça m'est venu. Enfin, la musique, elle date de mon enfance, on va dire, parce que j'ai été mise au piano à 7 ans. Donc ça a été une passion qui a démarré tout de suite. J'ai adoré. Alors j'ai fait le conservatoire classique, hein, donc le chemin standard des enfants quand on va au conservatoire. J'ai fait 10 ans de piano, j'ai adoré la musique tout de suite, donc je l'ai pas analysé d'où ça venait ni quoi que ce soit, c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupée. Puis après j'ai arrêté de jouer, je suis partie, thérapie piano, etc. Et ensuite
ça m'est revenu, enfin cette musique m'est revenue par le biais de la poésie que j'avais commencé à écrire justement. Et là, je dis que c'est divin parce que ça m'est vraiment tombé dessus de manière complètement inattendue. Moi, qui n'avais pas une formation littéraire mais scientifique, qui n'écrivait pas de titre, qui écrivait beaucoup plus tard et sous forme de poésie au départ. J'ai vraiment eu l'impression que les mots me tombaient dessus, coulaient comme ça de source, et j'ai été très boulimique au début avec des centaines de poèmes par an, écrits partout où j'étais, dans tout contexte, n'importe quelle situation. Et c'est ensuite par un ami qui a voulu mettre en musique mes textes que j'ai commencé à chanter. Ensuite, donc cette poésie a été mise en musique, et puis donc je continue toujours à écrire de la poésie, et puis je fais aussi toujours de la musique. Et les nouvelles, c'est encore autre chose. C'est effectivement toujours dans ce cadre de parler d'amour. Hein. J'ai écrit une trilogie de nouvelles aux éditions L'Échappée Belle, en mettant en scène des personnages, des couples avec leurs différentes histoires d'amour. Et c'est vrai que c'est de la fiction, hein, mais on est tellement abreuvé de la vie elle-même pour inventer ou s'inspirer des histoires qui nous entourent, que c'est intéressant, je pense, c'est intéressant de les traiter de cette façon. Alors tu me donnes l'enchaînement, justement. On a compris que tu aimais parler d'amour. Alors justement, qu'est-ce que tu recherches, quelles sont les clés que tu recherches dans l'amour, en traitant effectivement ce sujet de l'amour? Parce que même dans tes chansons, dans tes textes, tu parles de l'amour, et je pense que quelque part les gens sont captivés à savoir effectivement pourquoi tu es sur cette quête de l'amour. Et est-ce que toi-même tu as eu le sentiment d'avoir une réponse à l'amour idéal, ou est-ce que quelque part, par le fait d'écrire, en fait, quelque part, tu sublimes l'amour? Alors, je crois que la poésie, elle sublime. Hein. De toute façon, c'est un genre littéraire qui sublime, donc c'est parfait pour les gens qui sont passionnés, qui sont excessifs, peut-être un petit peu comme moi, qui adorent le beau, la beauté, qui a envie de belles choses. Alors l'amour que je traite, c'est pas forcément le mien, hein. C'est pas forcément celui que je cherche moi, ou celui que j'ai trouvé ou que j'ai pas trouvé. C'est plus, j'ai beaucoup parlé de l'amour en général, de chacun, comment il le considère, notamment dans cet essai Oser dire je t'aime, où j'avais là interviewé des gens pour savoir comment ils vivaient eux leur amour, et est-ce que ils se disaient je t'aime pour essayer de ranimer ces mots précieux qui ont fait qu'ils étaient ensemble. Donc j'ai vraiment analysé l'amour sous toutes les formes, parce que ça a toujours été un sujet qui m'a intéressé, qui m'a occupé, qui m'a préoccupé. J'ai voulu essayer de comprendre ses mécanismes. Mes chansons sont assez romantiques dans l'ensemble, mais pas que. Il y a aussi des coups de gueule, il y a aussi c'est assez passionné, hein, de façon générale. C'est un petit peu ma nature. Après là, j'ai vraiment décrit l'amour dans tous ses états, et dans les livres, et dans la poésie, dans la chanson, je crois. Mais moi ça me parle, hein, quand il y a une personne comme ça qui s'intéresse à l'amour, parce que je me souviens quand j'étais jeune adulte, j'avais des copines et des copains, et en fait on se retrouvait devant un micro. Alors là j'étais déjà dans l'interview, malgré que je faisais pas de radio à l'époque, mais on se retrouvait et on parlait d'amour, chacun effectivement donnait son impression sur la séduction, sur l'amour, sur l'approche à l'autre, etc., sur les peurs liées à l'amour, sur les conditionnements liés à l'amour, sur ce qu'on attendait de l'amour, des doutes, etc. Et ça se terminait souvent par un bon repas autour d'une plâtrée de pâtes et d'un bon vin. Donc c'était assez sympa, et je crois que beaucoup des gens qui nous écoutent ont déjà vécu ça, c'est-à-dire que aborder un sujet autour d'une soirée, dans la convivialité et la convivialité, pour pouvoir tourner autour de l'axe de la matière. Alors tu pratiques aussi la photo et la peinture. Donc on va aller rapidement, je te laisse 1 minute 30 pour pouvoir effectivement nous dire un peu ce qui se passe de ce côté-là, et puis après je te poserai quelques petites questions pour terminer cette interview. D'accord, donc la peinture m'est arrivée plus tard, hein, la peinture et la photo. Enfin, la photo j'en ai toujours un peu fait, mais la photo telle que je la fais aujourd'hui, beaucoup plus artistique, elle s'est révélée ces dernières années. La peinture s'est révélée aussi il y a un peu plus d'une dizaine d'années. C'est quelque chose qui m'a beaucoup attirée, et puis je me suis inscrite dans un atelier, j'ai tout de suite adoré.
Et donc j'ai beaucoup produit, j'ai beaucoup de tableaux, je fais beaucoup d'abstraits, j'adore la couleur, j'adore l'huile, je fais surtout de l'huile, pas seulement, mais beaucoup d'huile. Je dis pas seulement parce que j'ai en ce moment une expo qui s'appelle Ancrage, où là j'expose des encres, encre de Chine, encre de couleur, donc c'est encore un petit peu différent de ce que je fais en général. J'ai été sélectionnée 3 fois au salon d'automne, donc des grands formats. Dans ce beau salon, là, j'étais contente de pouvoir y être. Que dire de la peinture, pour moi, c'est vraiment une détente totale, c'est-à-dire que je ne pense à rien quand je peins, quand je dessine. C'est vraiment un plaisir qui est différent du plaisir intellectuel des mots quand j'écris, qui est différent. Bon, la musique, ça se travaille beaucoup, faut travailler la voix, faut faire très attention selon le jour où on va chanter, suivant l'émotion qu'on peut avoir sur le moment. La voix va être différente. Il y a un côté très technique. Dans la peinture, il y a un côté technique, mais alors il y a une évasion totale qui me repose beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi de peindre aujourd'hui. Et puis la photo, je la pratique partout. Enfin, beaucoup de choses m'inspirent, donc que ce soit une ombre, une lumière, un reflet, une transparence, la nature, la mer. Le mouvement, un portrait, une situation particulière, un angle inédit et bon, c'est très intéressant la photo parce qu'il faut c'est une sorte d'appel qui fait qu'on immortalise un moment particulier qu'on ne retrouvera pas même une seconde après parce que déjà le ciel a changé, la lumière elle n'est plus la même, il se passe quelque chose autour. Et donc c'est une grande magie aussi pour moi la photo. Voilà, donc je me nourris beaucoup de tous ces arts, qui me nourrissent aussi. Donc c'est un grand bonheur d'avoir accès à tout ça. On est avec Sarah Mostrel, donc effectivement femme curieuse de la vie et des gens. Vous vous êtes rendu compte un petit peu par rapport effectivement à tous les domaines qu'elle touche. Maintenant, on va passer au petit portrait chinois. Alors des réponses rapides, des questions rapides également. Donc, quel est le livre qui t'a permis d'avoir un déclic dans la vie ou celui qui t'a marqué? Alors, j'en ai beaucoup, ça va être difficile de répondre. Comme ça, ce qui me vient, c'est peut-être 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, qui est un tout petit livre tellement beau, tellement bien écrit que c'est vraiment magnifique. Mais j'aime beaucoup aussi j'aime beaucoup Garcia Marquez et ses 100 ans de solitude, L'art de la joie de Sapienza, L'ombre du vent de Salfone. Enfin voilà, c'est un peu des grandes sagas comme ça qui m'ont beaucoup nourri aussi. Quel est l'album qui t'a jamais quitté de déménagement en déménagement? Je parle de l'album de musique. Alors là, il y en a beaucoup aussi, parce que j'ai été abreuvée dans la musique folk, moi, donc Leonard Cohen, Carole King, James Taylor, Jackson Brown. On va dire Carole King, Tapestry de Carole King, on va dire, voilà. Quel est le mot que tu préfères dire dans la vie? Je t'aime. Alors, il y en a 3 des mots là, je sais pas si j'ai peut-être triché un peu, mais... Ouais. C'est un beau mot, comme on dit. Quelle est ta couleur préférée? C'est difficile, mais ce qui me vient comme ça, c'est peut-être bleu. Je vais te demander en une phrase de pouvoir te qualifier. Passionné. Une phrase, un mot, oui. On va dire passionné, voilà. Passionné. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Quel est le message que tu veux leur faire passer s'il y avait un seul message? Que la lumière est toujours au bout du chemin, qu'il faut jamais se décourager et qu'il faut surtout aller au bout de ses passions et qu'il faut pas attendre parce que la vie passe vite et que et qu'il y a tellement de belles choses à faire, faut pas les passer, il faut pas les zapper, on va dire. Quel est le son que tu préfères entendre? Le quoi, pardon? Le son. Le son, le piano. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui ne sont plus là et qui fait partie finalement de ta progression, de ton évolution? Merci. J'ai beaucoup de gens à qui je pourrais dire merci, des gens qui m'ont épaulé ou qui sont arrivés dans ma vie de façon complètement inattendue et qui m'ont un peu sauvée dans des situations parfois pas faciles. Donc merci, vraiment merci.
Allez, on va conclure cette interview, donc Sarah, avec la question marqueur des experts que tout le monde attend, comme le lait sur le feu. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Sarah? Ah bah, j'aime bien, je trouve que c'est très dynamique, je trouve que tu me poses des questions qu'on me pose pas en général et ça me plaît assez, notamment tout ce parcours journalistique, on me pose pas souvent des questions sur mon métier et ça m'intéresse, hein, de faire part et de faire partager peut-être aussi de cette expérience qui est quand même, qui m'accompagne depuis 20 ans maintenant, donc c'est pas rien. Et puis, oui, il y a une sorte de dynamisme, une sorte d'enchaînement qui est assez entraînant et j'aime assez, oui. Et puis une petite question, je pense qui a dû effectivement être dans la tête des gens. Quel est ton signe zodiacal pour avoir autant de passion? Alors je suis Scorpion. Ah oui. Alors le Scorpion, il a une particularité. Le Scorpion, attention, c'est si vous êtes Scorpion et que vous nous écoutez, c'est que d'une certaine manière, il a tendance à détruire son bonheur. Donc il faut faire gaffe avec le Scorpion. C'est pas un signe très facile, hein. On dit que c'est un signe qui est difficile. Alors moi, je m'attache pas du tout au signe. Je connais pas grand chose, mais je sais que c'est pas considéré comme un signe des plus faciles. Ouais, tout à fait. Et puis c'est un signe basé beaucoup sur la sensualité également. Alors, où on peut effectivement continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par ces propos dans ton interview, peut-être sur les réseaux sociaux. Alors où on peut continuer à discuter. Alors, j'ai un site sur WordPress, Sarah Mostrel WordPress, on trouve. J'ai une chaîne YouTube où on peut écouter ma musique. J'ai une page Facebook, Sarah Mostrel, donc à mon nom, où on peut me contacter. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai une chaîne Instagram alors sur Instagram, je mets surtout mes photos, des photos vraiment du quotidien, parfois que je prends comme ça, ce qui me paraît esthétique, joli. Il y a pas mal de moyens de me contacter. A priori, je suis pas mal sur les réseaux. On peut voir aussi des clips, des extraits de concerts, des photos de peinture, des images, mon actualité. Voilà. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Et puis, il y a l'expo actuelle, qui a lieu jusqu'au 9 avril, au 6 rue de la République à Vanves. Donc, le lieu est ouvert jusqu'à 22h tous les jours, sauf le lundi, je crois. Donc, vous êtes les bienvenus. Ok, plein de portes d'entrée en tout cas où on pourra continuer à parler avec toi au niveau de tes livres, au niveau de l'écriture, au niveau de ton métier de journaliste si on a été sensible aussi de ce côté-là, au niveau de la musique, de la chanson. Tu as aussi reçu des distinctions, mais ça, les distinctions, les gens pourront effectivement s'en rendre compte directement sur ton site. Moi, j'ai des petites choses à vous dire, amis auditeurs, si vous avez été sensibilisés aussi par cet épisode des experts, effectivement, paroles de leader. Vous pouvez donc laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast et puis Spotify. Ça permet effectivement d'aider à grandir le podcast. Et puis vous pouvez aussi m'écrire si l'envie vous dit. Vous pouvez effectivement me retrouver sur Facebook, donc Philippe Belgrand, et puis aussi sur LinkedIn. Je réponds très rapidement et de façon assez réactive. Voilà. Je vous donne rendez-vous avec un nouvel invité dans les experts paroles de leader. Merci effectivement Sarah. Bon vent comme on dit en Bretagne pour la suite de tes activités. Et puis on va suivre un petit peu effectivement toute ta progression et ton évolution. Et puis surtout effectivement merci pour la valeur ajoutée que tu as pu nous apporter aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voulais juste signaler la sortie de mon dernier album qui s'appelle Train de vie. Voilà, qui vient juste de sortir, tout frais, tout beau. Et ben voilà, donc les gens prendront le train pour la vie et écouteront cet album. Il n'y a pas de souci. Merci Sarah.